Regardez bien ce bateau. Il n'a pas trop fait de vagues pour le moment, mais il n'est pas exclu que dans ce Vendée Globe 2024, on en entende parler. En tout cas, c'est le pari que je fais moi, et j'ai eu la chance et le grand honneur, la joie de pouvoir avoir une rencontre, une interview sur son bateau avec Louis Duc. C'est une très belle histoire. Ce bateau a une très belle histoire. Il vous la racontera tout à l'heure dans la rencontre que nous allons faire dans quelques instants. Mais surtout, Louis Duc a en lui quelque chose de ces personnages qui me font rêver, qui me font suivre le Vendée Globe depuis 2000, qui me font faire le tour du monde à la suite de quelques caractères, de quelques personnages. Louis Duc en fait partie. Il a quelque chose, lui et son bateau ont quelque chose de terriblement romanesque. Et j'espère que vous allez suivre jusqu'au bout notre rencontre. J'espère que vous allez aimer. J'espère que vous allez partager surtout pour qu'on puisse ensemble faire connaître cette histoire, cette voix un peu singulière dans ce Vendée Globe 2024. Louis Duc, bonjour. Bonjour à vous. J'ai les mains qui tremblent, ma caméra va se calmer là. Ah, comment ça se fait? Je suis un peu impressionnée. Oui, il n'y a pas de raison. Je suis très touchée surtout par l'histoire de votre bateau. Il y a 40 bateaux dans ce Vendée Globe. Et puis j'ai découvert récemment que ce bateau, il a brûlé. Il a été donné mort pour la navigation à vie parce que les assurances l'ont déclaré incapable de naviguer. Vous l'avez repris il y a à peine 3 ans, 4 ans même pas. Vous l'avez retapé de bout en bout et vous faites le Vendée Globe avec. Votre premier Vendée Globe, c'est juste fou. C'est une tellement belle histoire. Ah, c'est vrai que c'est une belle histoire tout ça, mais vous savez, hein, il y a 40 bateaux ici, chaque projet, chaque bateau, chaque marin a une histoire de dingue, hein, parce que pour être au départ d'un Vendée Globe, globalement, il faut se battre. Hein. Et donc, il faut avoir fait des choses en amont, il faut avoir participé à des choses, monté des projets. Et c'est vrai que les IMOCA qui ont un petit peu de vécu, ils sont souvent passés par plein d'étapes différentes. Et celui-là, c'en est un exemple aussi là-dessus. On en parlait tout à l'heure. En 2008, ce bateau, il était fait pour Vincent Rioux, sur les couleurs de Permet, une entreprise que connaissent bien les Vendéens, je crois. Exactement. Parce que c'est quand même des fidèles du Vendée Globe depuis le premier Vendée Globe. Et attendez, ce bateau, les Vendéens l'ont suivi de très très près. Il n'était pas tout à fait comme ça, parce que vous l'avez changé un peu. C'est celui qui a sauvé Jean Le Cam en 2008. Vincent Rioux se détourne pour aller récupérer Jean Le Cam qui avait perdu son bulbe et son bateau était à l'envers. En allant récupérer Jean, l'outrigger, donc on voit qu'un espar qui tient le mât touche la quille du bateau de Le Cam et il casse, l'outrigger casse. Et donc il récupère Jean, il sauve son mât, ils font route vers Ushuaïa. Et dans la baie d'Ushuaïa, en arrivant, le mât il tombe. Et donc ils se retrouvent tous les deux avec un bateau dématé dans la baie d'Ushuaïa. Et donc Vincent Rioux est reclassé plus tard 3e parce que c'était la place avant qu'il récupère Jean. Donc ça commence comme ça, cette histoire de ce bateau. Et puis après, il a eu plein de vie. Hein. Il est passé aux mains de Initiative Cœur avec Tanguy Delamotte. Et puis en 2019, il est au départ de la Jarabe avec un coureur qui s'appelle Clément Giraud, qui a eu l'occasion de faire le dernier Vendée Globe, d'ailleurs, qui a une super histoire derrière tout ça. Et donc, ce bateau, pour un truc basique qui pourrait arriver à n'importe qui dans une maison, un appareil branché sur un appareil USB prend feu. Et pour le coup, met le feu au bateau. C'est ça l'histoire. C'est que je crois que c'était une lampe frontale, si ma mémoire est bonne, qui a pris feu en charge. Et donc, personne à bord du bateau. S'il y a eu quelqu'un, on débranche le fil, c'est fini. Là, il n'y avait personne. Et donc, le bateau prend feu. Et quand le feu est éteint, le bateau est très endommagé. Et comme c'est un bateau d'occasion, on estime que la valeur de réparation est trop importante par rapport à la valeur du bateau. Et donc, il se déclare épave. Voilà, c'est ça l'histoire de ce bateau jusqu'en 2019. Voilà, et c'est là qu'en 2020 ou 2021, vous vous dites, vous aviez envie de le faire, le Vendée Globe. Vous aviez déjà créé un prototype de classe 40, je n'ai pas trop compris parce que je ne suis pas voileux comme vous techniquement. Ce n'est pas votre première construction de bateau en fait. Non, en fait, moi je suis un peu issu du milieu technique aussi. Hein. J'ai commencé à 18 ans dans les chantiers navals pour aller construire des bateaux. D'abord balayer les chantiers, et puis ensuite bricoler, construire un petit peu. Et puis j'avais déjà racheté un mini en épave il y a très longtemps. Ah bon? J'ai construit un petit bateau à une époque. Donc voilà, je suis dans le côté technique. Et puis aussi, il y a la technique, mais il y a aussi l'organisation de la technique. C'est-à-dire que la maîtrise d'œuvre, comprendre un projet, faire un début de budget pour estimer combien ça coûte, organiser les choses pour que ça se fasse dans
dans un certain timing. Donc voilà, ça c'est aussi un truc que j'affectionne faire. Et donc quand j'ai vu ce bateau en épave, il se trouve qu'en classe 40 j'avais passé 10 ans, on avait construit un bateau aussi. Et puis j'ai eu malheureusement perdu mon bateau au large des Açores sur une fortune de mer. Et donc en 2020, pendant le confinement, on se retrouve sans bateau, avec mon projet de classe 40 terminé, avec un petit peu de moyens. Et j'ai entrepris de me dire, on va racheter ce bateau en épave, est-ce que c'est viable? Donc j'ai fouillé un petit peu ce qu'on pouvait en faire, et je me suis aperçu qu'on pouvait peut-être arriver à sauver ce bateau et à faire une belle histoire pour être au départ du Vendée Globe 2024. Est-ce que ça y est, j'ai trouvé pourquoi j'ai peur de vous, pourquoi j'avais les mains qui tremblaient au début. Vous avez une tête de tonton flangueur à la Jean Le Cam et tout ça, les anciens. Est-ce que c'est quoi votre... Je sais que vous avez, vous finissez deuxième de, je ne sais plus, de la Channel Normandy Channel Race. Vous avez fait des belles perfs sur la Jacques Vabre aussi. C'est quoi votre histoire avec la voile? Pourquoi vous avez voulu être sur ce Vendée-là? Moi, je suis un gamin de la Manche. Et puis, j'ai toujours vécu autour de l'eau, moi, mais un peu comme les Jean Le Cam et les Desjoyaux. Alors, j'ai pas leur talent, hein, parce que c'est des gens extraordinaires aussi en termes de performance et tout. Je suis né au bord de l'eau, j'ai toujours navigué, que ce soit tout seul dans mon coin, dans le port de Carteret à l'âge de 7 ans. Ensuite, on a fait un petit peu de dériveur, tout ça. Mais moi, je suis né avec. J'ai vécu à la maternelle avec des fils de pêcheurs. Et donc, je suis dans l'environnement marin depuis que je suis gamin et je rêve de course au large depuis que j'ai appris à comprendre ça avec mes parents. Et donc, voilà, mes parents étaient passionnés de bateaux, à faire beaucoup de croisières. Et donc, moi, j'ai été baigné dedans tout le temps. Et puis, du coup, j'ai jamais arrêté. Et j'en ai fait mon métier. Donc, c'est simple mon histoire. Après, donc, mini transat, un peu de Figaro, 10 ans de classe 40, avec plusieurs projets différents. D'abord, on m'a prêté des bateaux grâce à des gens du coin. Jacques Fournier, qui a été basé au Sable d'Olonne pendant une époque. Mais on dit même, on m'a dit que vos dérives, le moule est celui de Manu Cousin qui est sablé. Alors, non. Les moules de dérive ne sont pas ceux de Manu Cousin, c'est les mêmes que celles de Manu, mais à l'origine, les moules de ces dérives-là, c'est intéressant parce que c'est les moules de dérive du bateau de Vincent Rioux, du bateau d'après. En fait, en 2008, à la fin de ce Vendée Globe, il a vendu son bateau à Arnaud Boissière, d'ailleurs, sablé. Ouais. Et ensuite, il a construit un nouveau plan Verdier. Et donc, il a installé des dérives comme celle-là. Et c'est lui qui avait été propriétaire des moules, qui a fait construire les moules de ces dérives. Il les a conservés. Et c'est intéressant parce que ces moules de dérives ont fait les dérives du bateau de Manu Cousin, les dérives anciennement à Pissy, donc maintenant Lazare, le bateau de Fabrice Amédéo récemment, le bateau de Jean Le Cam que maintenant à Violette. Donc voilà, ce moule de dérive, ils ont beaucoup servi pour faire les nouvelles versions des bateaux de dérive d'aujourd'hui. Allez, 2 dernières questions. Promis, c'est les 2 dernières parce que je sais que vous êtes très pris et je vous remercie encore d'avoir accepté notre interview à quelques jours du départ seulement. Dans les bateaux à dérive, là évidemment tout le monde suit, on va suivre un peu la course des fouilles, la course des dérives, mais dans les bateaux à dérive, il y a les bateaux à dérive neufs et il y a les bateaux à dérive anciens. Et moi je pariais sur vous parce que je pense que c'est là qu'on verra la qualité du skipper et les choses, c'est sur les bateaux vieux à dérive. Donc mon pari ça vaut rien, mais vous, votre pari à vous sur votre bateau et vos dérives, c'est quoi? Vous avez envie de faire quoi dans ce Vendée Globe? Vous espérez faire quoi? D'abord, un Vendée Globe, c'est une épreuve extraordinaire, c'est une aventure extraordinaire, c'est extrêmement compliqué d'être un départ de Vendée Globe. Ça risque d'être gagné, on n'est pas loin du but quand même. Et puis après, il faut être à l'arrivée. Et ça d'abord, on connaît un peu l'histoire du Vendée Globe avec quelquefois un coureur sur deux à l'arrivée. Il y a des fois la moitié de la flotte qui ont abandonné. Donc ça veut dire que le premier challenge, c'est de faire ce tour du monde, de finir en course. Et donc d'arriver au Sable d'Olonne avec un tour du monde dans les pattes et être classé, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'escale et il n'y a pas eu d'avarie majeure du coup. Donc ça c'est mon premier objectif. Et ensuite, il y a une belle compétition qu'on a créée depuis quelques années avec les bateaux à dérive, alors avec Benjamin Ferré, avec Tanguy Le Turquet, avec Sébastien Marcet. Donc tout ça c'est des noms de gens qu'on connaît bien parce qu'ils ont couru sur du Figaro, du Classe 40 ou d'autres supports. Donc on est concurrents depuis des années en fait. Et donc on se bagarre maintenant ici sur nos vieux bateaux à dérive qu'on a tous un peu upgradés, qu'on a travaillé pour être performants. Et j'ai retenu une phrase du président de la classe IMOCA, Antoine Bermot, qui disait on s'aperçoit que les bateaux à dérive de 2008, aujourd'hui, sont menés comme ils étaient menés à l'époque par les mecs qui les ont conçus. Ça veut dire qu'ils sont menés à 100%. Et donc il y a une vraie bagarre intéressante entre nous. Donc forcément, on a tous envie d'être le premier de cette bagarre. Maintenant, on est nombreux à vouloir se battre avec. Moi, il y a un petit challenge qui me plaît beaucoup. Autrement, du fait de dire qu'on va gagner en bateau à dérive, tout ça, j'en sais rien, parce qu'on est nombreux. Il y a Violette aussi, bien sûr. Et moi, mon but, ça serait d'arriver à faire le tour du monde et de battre Phileas Fogg. C'est ça mon objectif. Moi, c'est de terminer cette course en moins de 80 jours, comme l'a fait François Gabard en 2012, 78 jours. Et Jean Le Cam, je crois qu'il y a 4 ans, il termine en 80 jours et quelques heures.
avec un bateau abîmé, on l'a su, hein, qu'il est arrivé avec la moitié du tour du monde, bateau cassé. Donc je me dis qu'on peut peut-être arriver à faire un tour du monde en moins de 80 jours. Et ça, quelque part, moi, c'est un petit rêve historique qui me plaît bien. Alors, votre principale qualité pour y arriver comme marin? Et votre principal défaut après, évidemment. On a des qualités et des défauts surtout, parce que les qualités, on en a tous ici, il y a 40 skippers. Et donc, moi, je suis un compétiteur, j'aime beaucoup faire avancer mon bateau à 100%. C'est aussi le défaut, Ouais. parce que il faut savoir se calmer de temps en temps, il faut savoir réduire un petit peu la toile, anticiper les avaries, anticiper les coups de vent, mettre la toile du temps. Et pas chercher à aller trop vite tout le temps, pas chercher à tirer sur le bateau, parce que c'est dans une course qui se fait dans la longueur et les transats qu'on fait classer au niveau, habituellement, les Jacques Vabre, les routes du Rhum, c'est plus des sprints et là il faut être à 100%. Donc il va falloir apprendre à anticiper et à naviguer plus dans un mode de convoyage rapide et de se dire à une certaine limite de vent, maintenant il faut naviguer un cran en dessous des 100% des performances. Voilà, c'est ça le gros challenge. En tout cas, merci parce que nous, on va se régaler à vous suivre. Et vous, alors, regardez bien ce bateau qu'on ne voit pas bien. Je ne vais pas rentrer à l'intérieur, je peux faire juste un petit comme ça. Ouais. Regardez-le bien, non seulement parce qu'on va le suivre. Et Comment moi, il s'appelle le bateau? Il s'appelle Landana. Alors, il s'appelle Normandie. Lantana Environnement. Et ça, il faut bien le retenir, ce nom. Il faut bien le retenir parce que c'est grâce à ses sponsors et à lui que ce bateau qui a déjà fait des Vendée Globe se retrouve là sur la ligne de départ, va naviguer à l'ancienne. Moi, je suivrai les dérives, pas les foils, parce que je suis un peu une boomer de YouTube. Et regardez-le bien, parce que peut-être qu'avec les nouvelles règles, c'est peut-être la dernière fois qu'il fera un Vendée Globe. Ah non, c'est faux. C'est faux? Entièrement faux. Alors, parce que je n'ai pas compris, non. avec les vieux bateaux, ils ne repartent plus, non? Non, bien sûr. En fait, ils ont limité les bateaux à 2006. Donc il y a eu des bateaux interdits à une époque. Et puis ces bateaux-là, ils ont leur place sur le Vendée Globe 2028 et probablement 2032 aussi. En fait, maintenant, pour le Vendée Globe, il faut se qualifier. Donc pour se qualifier, il faut faire une certaine performance sur une transatlantique. Mais aujourd'hui, il n'y a rien qui empêche un bateau à dérive de se qualifier. Donc voilà. pour 2028, les projets, les bateaux à dérive seront présents. Ça, c'est déjà acté. Et probablement que 2032, on ne les empêchera pas d'y aller non plus. Ouais. Bon, est-ce que je peux faire un selfie? Ah bah oui. Pour quand il arrivera en tête des bateaux à dérive. Et aussi les filles, pour vous dire qu'il y a une rumeur sur les pontons qui dit qu'il n'est plus un cœur à prendre, malheureusement. Merci Lyduc. Merci. Au revoir. Je ne sais pas ce que ce bateau fera dans ce Vendée Globe 2024, c'est cela le propre de l'aventure, c'est de ne pas savoir. Mais j'ai l'espoir de le voir revenir ici au Sable d'Olonne dans quelques mois, bien placé dans les bateaux à dérive. En tout cas, c'est mon espoir. Je ne sais pas où il arrivera, mais s'il y a une chose que je sais, c'est qu'à partir de dimanche, lorsqu'ils partiront, je pense qu'il fera notre choix par son esprit bourru, par son authenticité, par son envie, par son esprit bagarreur. Ludic est un ancien de ceux qu'on aime. Merci pour cette rencontre. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Bon vent et à bientôt pour le live.